Aujourd'hui, on a droit à quelque chose d'assez rare. Ça arrivera pas tout le temps que je vais pouvoir vous offrir une vidéo un 29 février. Bonjour, il y a l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de février. Alors oui, le segment Quoi de neuf est un segment que j'apprécie énormément faire mois après mois pour vous présenter une tonne de jeux. Donc je fais le retour sur mes expériences ludiques du mois. Je vous présente mes nouveaux jeux que j'ai joués, également les jeux que j'ai rejoués et je fais ça en rafale pour vous parler du plus de jeux possible. Alors fidèle à mon habitude, je commence toujours avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors au courant du mois de février, j'ai joué 45 parties de 28 jeux différents et là-dedans, il y en a 10 que c'était la première fois que j'y jouais. Et j'ai également fait de très belles découvertes pendant le mois. Donc ça a été un mois avec beaucoup de beaux jeux, donc ça a été très agréable et j'avais très hâte de vous en parler. Je commence immédiatement avec un petit jeu qui se retrouve derrière moi qui s'appelle Aqua Biodiversity in the Oceans. Alors Aqua est un jeu absolument magnifique. On ne se le cachera pas, il y a un design graphique qui est signé Vincent Dutray, donc ça nous offre toujours un jeu d'une beauté incroyable. Donc, le cachet sur la table est vraiment très joli, que ce soit l'intérieur de la boîte qui a également des belles illustrations. Donc, on a droit ici à un jeu de placement de tuiles. Et là, c'est un jeu de placement de tuiles qu'on a probablement vu 900 fois déjà. Mais c'est le genre de jeu qui fonctionne toujours très bien. Donc je dirais que c'est un mélange un peu de Cascadia, de Acropolis. Donc c'est pas un concept qui est totalement nouveau, mais pour ma part, c'est le genre de jeu qui va toujours bien passer. Donc c'est pas un jeu qui va se démarquer incroyablement. Ceci dit, le design graphique aide beaucoup, mais c'est le genre de jeu que moi j'apprécie toujours. Donc on a droit à un petit puzzle, on va devoir placer des tuiles, on va drafter des tuiles pour essayer de faire certains amalgames, pour pouvoir placer des animaux, placer d'autres choses. Donc c'est vraiment de la perception spatiale qu'on va déplacer, on va placer nos choses pour essayer de faire en sorte d'agencer notre petit puzzle. Donc comme je dis, c'est drôle parce que souvent les gens ont tendance à penser que si je dis ça de manière péjorative, que c'est un jeu qui a été fait un nombre incalculable de fois, mais c'est pas le but, c'est vraiment de dire ça fonctionne toujours bien. Et ce type de jeu-là, pour ma part, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, que ce soit Barren Park, que ce soit Lamaland, que ce soit, écoutez, là, il y en a tellement des jeux de ce type-là, mais c'est des jeux que moi j'apprécie toujours. Donc Aqua est une belle acquisition. C'est un jeu qui va rester dans ma collection, je pense. J'ai joué déjà plusieurs parties au courant du mois. C'est un jeu qui passe très bien, qui est facile à sortir et, on se le cachera pas, il est absolument magnifique. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Point City. Alors, Point City est un jeu qui est une espèce de suite, un successeur spirituel de Point Salad, donc Salade de points, qui est un petit jeu de draft que j'apprécie particulièrement. Donc, c'est un jeu qui est très facile à sortir, Point Salad. Point City est un tantinet plus complexe, mais pas énormément. Je dirais que le jeu va se jouer très bien à 2 ou 3 joueurs. À 4 joueurs, il est peut-être un petit peu long pour qu'est-ce qu'il offre, mais encore là, c'est pas vraiment dérangeant. Donc, Point City est un jeu aussi de draft de cartes. On va devoir drafter des cartes, donc des ressources, et ces ressources-là vont pouvoir nous servir pour pouvoir acheter des bâtiments. Et là, de la manière que ça fonctionne, j'ai trouvé ça très bien pensé parce qu'au départ, on a droit à des ressources. Et là, lors de notre tour, on doit sélectionner 2 cartes qui sont adjacentes. Donc lorsqu'on va prendre les cartes, on va les placer avec des ressources qu'on va pouvoir se servir, mais on va les remplacer. Et là, si on prend des cartes de ressources, on les remplace par des bâtiments. Et si on prend des bâtiments plus tard, on va les remplacer par des ressources. Ça va faire en sorte que le marché, l'espèce de grille de cartes va toujours changer constamment. Les bâtiments, on va les acheter justement avec les ressources et ils vont nous permettre de pouvoir avoir un rabais sur d'autres ressources qu'on a. Donc un peu un concept à la Splendor, que plus on accumule des bâtiments d'un type, plus on va réussir à pouvoir avoir des rabais, donc acheter des bâtiments qui vont devenir de plus en plus gros, de plus en plus chers, de plus en plus payants aussi. On a également des bâtiments civiques qui vont nous permettre de pouvoir recevoir des jetons pour faire des points de victoire, donc des agencements avec selon, bon, pour tel type de building et tel type de building. Alors, c'est toutes des petites choses comme ça. Il y a des bâtiments qui vont donner juste des points comme ça. Donc, c'est un jeu qui est facile à prendre en main et que j'ai énormément de plaisir. Et là, c'est drôle parce que j'ai participé l'an passé à la campagne de sociofinancement. Quand j'ai reçu le jeu, je ne sais pas pourquoi, il est resté de côté un peu, puis ça a pris du temps avant que je le sorte, mais depuis que je l'ai sorti, au courant du mois, j'ai joué plusieurs parties, et je dois avouer que c'est un petit jeu que j'apprécie beaucoup. Bon, j'aime beaucoup les jeux de construction de ville, on s'entend que le thème est très plaqué ici, là. J'ai pas l'impression vraiment de construire ma ville et d'avoir ce feeling-là, mais j'ai aimé beaucoup le design visuel aussi, qui est très minimaliste. Donc c'est des petites images, on dirait presque du clip art. Donc un skate park, une petite maison, un food truck,
truck. Donc, c'est vraiment tout petit et ça fait la job. J'aime ça quand les jeux vont pas se compliquer la vie. Ça donne une empreinte visuelle très, très simple, très, très agréable à voir. Je l'ai joué plusieurs fois et je dois avouer que j'aime beaucoup. À 2 joueurs, le jeu roule tellement vite, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment un beau petit jeu à découvrir. C'est pas un jeu de gamer non plus, là. Quand je dis que c'est plus complexe que Salade de points, c'est pas énormément plus complexe, mais ça offre une belle rejouabilité. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Le petit concept à la Splendor, là, qu'on bâtit, on a un petit moteur, on a un petit engine qu'on va construire. Et moi, c'est le genre de choses que j'aime énormément d'habitude dans le jeu de société. Construire mon petit moteur pour essayer d'exploiter ça. C'est certain que c'est pas très, très évolué comme moteur, mais on va avoir des rabais sur certaines cartes, puis on va essayer de maximiser nos options. Donc, un bon petit jeu. Je continue avec un autre jeu que lui, j'ai présenté sur la chaîne et que les gens attendaient avec impatience, ou du moins attendaient d'en entendre parler surtout. C'est le jeu Wormspan. Alors, si jamais vous n'avez pas écouté la vidéo, je vous invite à aller le faire. Donc, sur la chaîne, j'ai parlé un peu des différences avec Wingspan, de mon appréciation aussi du jeu. Mais si vous voulez l'avoir en termes rapides, il y a beaucoup de gens qui disaient, bon, ça y est, c'est juste Wingspan avec des dragons. C'est pas exactement ça. Je dirais que oui, le jeu partage énormément de son ADN avec son prédécesseur. On se le cachera pas, Wormspan n'est pas dissocié complètement de Wingspan, pas du tout. Donc il reprend la base de Wingspan et décide de faire des choses un petit peu différemment. Et c'est ces petites différences-là qui vont faire en sorte qu'il va se démarquer. Et là, tout le monde va me demander, oui, mais est-ce que tu préfères Wingspan ou Wormspan? Est-ce qu'on doit avoir les deux dans la collection? Est-ce que si j'en achète un, est-ce que je dois vendre l'autre? Je pense que ça va être à chacun de se faire son idée là-dessus. Je voudrais pas prétendre d'avoir la science infuse par rapport à ça. Moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'il était assez différent de Wingspan pour se permettre d'être dans ma collection. Il y a moins d'extensions aussi. Il faut dire que j'ai la grosse big box de Wingspan. Puis Wingspan, c'est un jeu que j'aime énormément. Wormspan fait ses petites choses différentes. Donc, non, il n'y aura pas de dés. Là. Il n'y a pas de mangeoire à dragon. Donc, les ressources vont être obtenues en excavant des caves ou en utilisant certains bonus, des choses comme ça. On a une espèce de piste aussi de guilde dans laquelle on va se déplacer pour recevoir des bénéfices puis recevoir des points de fin de victoire. Le système de cubes d'action fonctionne différemment parce que là, on n'a pas des cubes, on a des pièces d'argent et les pièces d'argent vont servir pour faire la plupart des actions. Certaines actions vont nous donner des pièces d'argent, d'autres dragons vont nous coûter des pièces d'argent, donc ça fait une espèce d'économie intéressante. La stratégie des œufs aussi, donc dans Wingspan, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça, que c'était une stratégie pratiquement infaillible. Bon, j'ai des doutes là-dessus, par rapport au fait qu'à la fin de la partie, on faisait juste faire des œufs pour faire des points de victoire énormément, mais dans le cas de Wormspan, faire des œufs, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas une action directe. Ça va être l'action d'explorer, et c'est cette petite action-là qui se démarque aussi avec le jeu. Donc, ça va être une des actions qu'on va pouvoir faire dans le jeu, c'est d'explorer. Donc, on va prendre les caves un peu comme Wingspan, on a trois rangées. On va choisir une rangée, on va avoir un petit bonhomme, et là, il va se déplacer, et certains dragons vont activer des bonus qui vont faire en sorte, donc un peu comme on faisait avant, quand on plaçait un oiseau, on pouvait activer, en fait, quand on jouait une action, on pouvait activer les oiseaux de la ligne, comme ça ici. Là, dans le cas ici, les dragons, c'est quand on va se déplacer, on va explorer les caves. Donc, je pense que si vous aimez pas Wingspan, c'est pas Wormspan qui va vous faire changer d'idée. Même chose, si jamais vous aimez vraiment beaucoup Wingspan, il y a des bonnes chances que vous aimez également Wormspan. Je pense que je vous invite à l'essayer pour voir si les différences sont suffisantes pour vous pour justifier l'un ou l'autre, ou faites comme moi, puis appréciez-les les deux à leur juste valeur. Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est un jeu qui m'a pris vraiment de surprise. C'est un Kickstarter qui est sorti l'année passée, qui est à sa 2e édition, et là, je pense que le jeu, je savais pas trop à quoi m'attendre, c'est le jeu Trick Shot. Alors, Trick Shot est un jeu de hockey. Et là, vous savez, nous, les Canadiens, c'est notre sport national, le hockey sur glace. Je dirais que j'ai toujours aimé le hockey. Je suis moins fan qu'avant. J'ai joué un peu au deck hockey aussi dans le passé. Malheureusement, le temps fait en sorte que j'ai moins le temps de le faire. Mais c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Et le problème dans le jeu de société souvent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de sport. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne de mon top 6 de mes jeux de sport favoris et je dois dire que j'ai dû gratter assez loin pour pouvoir trouver des jeux de sport qui se démarquaient. Donc, il y a beaucoup de petits jeux de sport très ordinaires, je dirais. Il y en a un autre qui est excellent, qui était mon numéro 1 sans équivoque, que je vais parler un peu plus tard dans cette vidéo-là. Mais Trick Shot arrive avec un concept et je dois dire qu'ils ont vraiment réussi leur shot. Donc, Trick Shot, c'est un jeu de hockey, c'est un jeu de pousse ta chance. Donc, on va avoir un élément de dés qui va se faire et c'est un jeu qui est très dynamique. Donc, on va avoir des figurines. Donc, on a l'option des avoirs grises ou des avoirs peintes. Vous allez remarquer sur les photos que c'est absolument magnifique avec les petits bonhommes qui sont peints. Mais on a droit à un jeu de pousse ta chance. Donc, chaque tour, et là, de la manière que ça va fonctionner, on va pouvoir jouer une seule période pour une partie plus courte ou on peut faire une partie complète qui va durer 3 périodes. La partie complète, avec toutes les règles, je dirais que ça va être un petit peu long, mais
c'est pas désagréable. C'est pas le jeu qui est resté trop longtemps sur la table que j'avais hâte que ça finisse parce que c'est très dynamique. De la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a l'élément de pouce à chance lorsque c'est le tour de joueur. Il va brasser, il va faire une action. Donc, avec un joueur, que ce soit de se déplacer, de faire une passe, de faire un lancer, de faire un coup, de voler la rondelle. Donc, on a plusieurs éléments comme ça qu'on va pouvoir faire. Après ça, on va brasser un dé. Et là, le dé va déterminer si on a réussi l'action ou si on l'a manqué. Bon, il y a certaines petites conditions aussi. Ensuite de ça, on va pouvoir prendre un autre joueur pour faire une deuxième action. Et là, cette fois-ci, notre pool de dés va être de 2 dés. Donc, on va reprendre nos dés, on va les brasser et on va regarder si on a réussi l'action. Donc, bien entendu, sur les dés, il y a un petit X qui va faire en sorte que l'action va être un échec sous certaines conditions. Mais ça fait en sorte qu'à chaque tour, on va tout le temps alterner nos personnages, nos joueurs de hockey, et on va toujours brasser de plus en plus de dés. Et là, quand on est rendu à 6 ou 7 dés, il y a des bonnes chances qu'on réussisse à se planter. Donc, on a des petites cartes, des cartons de stamina, d'endurance qui nous permettent de pouvoir rerouler des dés. Donc, je dirais que malgré le fait que, bon, ma première partie a duré, je pense, 2 heures, mais il ne faut pas se laisser intimider par ça. C'est un 2 heures qui était le fun parce que c'était back and forth, c'était d'aller d'un bord puis de l'autre et on brassait les dés. C'est vraiment le fun. Je pense que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce jeu-là. Je pense que ce jeu-là se démarque. Donc, c'est certain que, bon, il faut aimer le sport aussi, il faut aimer le hockey en tant que tel. Si on n'a aucun intérêt vers le hockey, je pense pas que ce jeu-là va nous attirer vraiment. Mais lorsque j'ai joué, j'ai vraiment aimé le feeling parce que, oui, avec du recul, c'est un peu long, mais ça m'a pas paru long. Et ça, c'est quelque chose d'important dans le jeu parce que des fois, il y a des jeux qui vont durer 1 heure, puis qu'on a l'impression qu'ils ont été beaucoup trop longs pour qu'est-ce qu'ils nous offraient. Là, ici, on avait droit à une partie de hockey vraiment que j'ai perdu lamentablement. Je pense que ça s'est terminé 6-2. Mais j'ai déjà hâte d'y rejouer parce que c'est un jeu amusant. Ça va d'un bord puis de l'autre, puis on a vraiment le dynamisme comme ça. Les règles sont quand même faciles à prendre en main. Quelques petites choses au début. Bon, j'avais le nez un peu dans les règles pour ma première partie, mais je pense que c'est vraiment un jeu super. Je pense que je vais vous le présenter fort probablement sur la chaîne, ou peut-être même une partie aussi. Ça pourrait peut-être être le fun. Je sais que mon collègue Martin Lafrenière a déjà couvert le jeu, a déjà fait des vidéos sur le jeu, mais je pense que ça, j'ai vraiment aimé Trickshot, donc un beau coup de cœur. Je m'attendais à aimer le jeu parce que c'est un jeu de hockey, mais je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Donc c'est vraiment un jeu super le fun. Je continue avec le jeu Earthborn Rangers. Alors, Earthborn Rangers est un jeu qui est une espèce de jeu narratif avec beaucoup de cartes. Donc, on a droit à un jeu avec énormément de cartes, un insert vraiment boiteux à installer. Donc, c'est juste des cartons qu'on replie de manière bizarre pour que ça tienne. Je pense que ça mise vraiment sur le fait que le jeu se voulait avoir une empreinte écologique très plus faible aussi. Donc, ils sont allés c'est un jeu très éco, très vert. Donc, Earthborn Rangers, ça le dit. Et ça nous amène dans un univers fantastique qui est moins axé sur le combat, donc c'est moins axé sur la violence, c'est plus axé sur la communion avec la nature. Donc oui, il va y avoir des combats, des choses comme ça, mais on va découvrir des choses. Et là, j'ai pas joué énormément, j'ai fait un scénario avec mon ami Danny. Le livre de règles est un chiard pas possible. J'avais commencé à le lire et j'étais un peu découragé. Et là, quand mon ami est venu, j'ai pu jouer avec lui, me le montrer. Je pense que c'est ça, il y a quelques petites affaires. Je pense qu'il faut vraiment, même avant de rejouer, il va falloir que je le relise. Je dirais que j'ai de la misère à mettre le doigt là-dessus parce que j'ai comme le goût d'aimer ce concept-là. Ça a l'air intéressant, on va découvrir, on va modifier notre deck, c'est une aventure, on a une espèce de grande carte, on va se déplacer. Le concept des options, des combats, des objectifs est intéressant. La narration, le livre, tout ça, mais je pense que le jeu essaye beaucoup de choses et je crois que le livre de règles et les règles en général viennent mettre un frein, mettre un bâton dans les roues sur le plaisir que le jeu peut nous offrir parce que je pense que j'aurais le goût d'avoir plus de fun à ce jeu-là et je pense que quand je vais maîtriser les règles un peu plus, je vais avoir plus de plaisir, ça va être plus naturel, mais pour l'instant, on dirait vraiment une roue carrée qui tourne puis ça a de la misère un peu. Je pense que il faut que je m'y remette, faut que je refasse des essais-erreurs. J'ai voulu m'y remettre à une partie après avoir fait montrer le jeu, je me suis dit, je vais y aller pendant que c'est frais, puis j'ai passé mon temps dans le livre de règles à regarder des choses. Je me suis dit, ah non, je vais recommencer complètement à zéro pour me donner une idée. Donc, l'idée de base est bonne. L'application, je sais qu'il y a beaucoup d'errata aussi, beaucoup de petites choses. Je pense que c'est peut-être justement je vais quand même y donner une chance. Je pense que c'est un projet que j'ai plus envie d'aimer que ce qui m'offre vraiment de plaisir. Mais ça reste quand même un jeu qui est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas s'ils vont faire un livre de règles révisé. Je sais qu'il y a eu une nouvelle campagne de sociofinancement pour sortir une extension. Je ne sais pas s'ils ont corrigé ces lacunes-là. J'aimerais ça parce que je pense que c'est un jeu qui me fait penser un peu à Marvel Champions. Donc c'est comme un LCG, mais sans avoir des packs de cartes qui vont arriver à chaque mois comme ça. Et je dirais que malgré le fait qu'au départ, je regarde et il y a beaucoup de cartes, j'ai l'impression
l'impression qu'il n'y a pas énormément de personnalisation qui va se faire pendant la partie. Donc oui, on a notre deck de 15 cartes qui va pouvoir changer. Là. On va pouvoir changer une carte à la fois, donc de temps en temps. Donc on ne se construira pas un gros deck. Ça va être vraiment d'optimiser qu'est-ce qu'on va faire avec les choses. Donc je pense que c'est ça. Je pense que le jeu mérite d'être essayé, mais je ne suis pas encore totalement convaincu. Je continue avec un petit jeu qui se trouve sur le coin là, qui s'appelle Veil of Eternity. Alors, Veil of Eternity est un petit jeu que j'avais vraiment, mais vraiment hâte de mettre la main dessus. Ça a pris du temps avant qu'il arrive. Je sais qu'il y a des gens que je connais qui ont joué sur BGA. Pour ma part, je ne suis pas vraiment un fan de ces plateformes-là, mais j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce que ce jeu-là allait offrir. Parce que Veil of Eternity, c'est un petit jeu de combo de cartes. Ça c'est directement dans mes cordes. Donc les jeux qui permettent de pouvoir faire des combines, de pouvoir faire des tours intéressants, des synergies. Donc moi c'est le genre de truc qui me plaît énormément. Donc ça me rappelle les bons vieux jeux de cartes, que ce soit les jeux de Magic, des fois de faire plein de choses. Et dans Veil of Eternity, on a droit à un jeu de draft qui est relativement simple. Donc on va à notre tour mettre notre jeton. Là, si on veut drafter des cartes, on va choisir qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes-là. Est-ce qu'on les vend pour avoir des Magic Stones, donc des pierres magiques qui vont avoir différentes valeurs. La twist intéressante, c'est qu'on a le droit d'avoir 4 pierres magiques en tout temps. Il y a des pierres de valeur 6, de valeur 3 et de valeur 1. Le hic, c'est qu'on ne peut pas en avoir plus que 4. Donc, c'est certain que si on en récolte des 1, malheureusement, ce ne sera pas très intéressant. On va pouvoir en avoir maximum 4. Mais si on a une 6 et on doit payer 1 et on a juste des 6, on n'a pas de change. Donc, on ne peut pas briser. On ne peut pas échanger 3-1 pour avoir 1-3. Donc, c'est vraiment la twist qui tourne autour de ces achats-là. Donc, on va pouvoir acheter des cartes, on va pouvoir les vendre, on va pouvoir les jouer, activer certaines combines. Donc, lors de la pause de la carte, à la fin du tour, on a également une phase qu'on va peut-être pouvoir ramener des cartes, on va pouvoir activer des points de victoire. Donc, c'est une course aux points de victoire. Le premier joueur va avoir 60 points ou en faisant 10 tours. Je pense que c'est comme les jeux d'engine building, donc de tableau building. Moi, j'adore ça. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et il faut que le moteur parte. Donc, ma première partie que j'ai jouée, je vais être franc avec vous, mon moteur n'a pas levé pantoute. Je dirais que vers la fin de la partie, là, ça commençait à mieux aller, mais ça a pris du temps un peu. Mais c'est toujours une question de cartes comme ça. Bon, c'est certain que, petit bémol, il n'y a pas énormément de cartes, mais c'est toujours le fameux classique de dire, est-ce que j'offre un jeu qui est énormément rejouable, mais au déficit de l'accessibilité, ou on fait un jeu qui est plus accessible, mais qui a moins de variété. Donc, c'est certain qu'on n'aura pas l'occasion de jouer toutes les cartes non plus. La plupart du temps, les cartes, ça se pourrait qu'on les vende pour pouvoir recevoir des pierres magiques. Donc, ça va être une espèce de twist qui va se faire. Je pense que c'est un jeu qui va avoir à gagner éventuellement d'avoir une extension ou de rajouter, de bonifier le jeu. Je dis pas que le jeu en a besoin immédiatement. J'ai l'impression que je vais pouvoir quand même faire beaucoup de parties, mais étant donné la simplicité du jeu, je pense que c'est le genre de jeu qui va gagner énormément à avoir ça. Et ça me fait penser un peu au feeling que j'ai lorsque je joue à Res Arcana. Res Arcana qui est un jeu que j'adore et les extensions sont venues bonifier le jeu de base. Et je pense que Veil of Eternity aurait la possibilité de pouvoir justement se faire bonifier comme ça. Mais ça reste que c'est facile à prendre en main, c'est facile à montrer aussi. Et je pense que si ça peut faire découvrir ce type de jeu-là à un grand éventail de gens, eh bien c'est pari réussi pour Veil of Eternity. Un autre jeu que j'ai joué et que je suis très content d'essayer, c'est le jeu Forêt Mixte. Alors, Forest Shuffle est un jeu de cartes qui a eu une distribution, en tout cas ici au Québec, qui n'a pas encore été distribué à grande échelle. Il y a eu la version anglaise qui est arrivée, mais quelques copies. Les boutiques n'en ont vraiment pas eu beaucoup. Et on attend avec impatience la version française qui devrait arriver, on l'espère, sous peu. D'ailleurs, une extension est déjà préparée qui s'en vient, donc on a un peu de retard là-dessus. Forêt Mixte est un jeu de draft de cartes. Donc, c'est un jeu de draft de cartes où on va tenter de devoir fabriquer notre tableau. Encore une fois, hein, vous le voyez, des jeux que j'aime, hein, construction de tableau, c'est toujours le genre de choses qui me fait vibrer. Dans le cas ici, on va avoir des cartes et on va avoir des arbres, on va pouvoir venir annexer des animaux, venir de la végétation, et de la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir la carte et on va pouvoir glisser des cartes selon les types de cartes. Donc certaines cartes vont nous offrir deux habilités, une en haut, une en bas, et on va pouvoir les glisser comme ça ou comme ça. On va essayer de bonifier nos arbres pour faire ça, et j'ai trouvé que le jeu est incroyablement beau. Donc un autre jeu avec une belle empreinte visuelle. Je le sais, le thème de la forêt, le thème de la nature est très exploité au courant des dernières années. C'est des jeux qui passent très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Moi, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu too much sur ce thème-là, mais que voulez-vous, ça fait toujours ça des cycles. Il y a des années que certains thèmes sont plus exploités que d'autres. De ces temps-ci, c'est le thème de la nature. Mais on a droit à un autre jeu vraiment visuellement exceptionnel. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que lorsqu'on va payer, donc la monnaie d'échange va être des cartes. Donc on va devoir gérer notre main de cartes. Et pour pouvoir jouer des cartes, on va devoir défausser des cartes. Et la twist, c'est qu'on va défausser les cartes, mais au milieu. Et là, il y a un espace au milieu qui a, je pense, de la place pour 10 cartes. Et là, lorsqu'on va jouer notre carte, on va défausser au milieu. Et là, les autres joueurs vont y avoir accès. Donc, ça m'a fait penser un peu au concept de Ethnos. Ethnos, qui est un jeu qui est complètement différent. Là, je veux dire, là, c'est un contrôle de territoire. Mais dans Ethnos, lorsqu'on jouait des cartes,
on devait prendre les cartes qu'on avait en main et de les défausser de manière à ce que les autres joueurs y aient accès. Puis un peu comme Ethnos, dans Foremix, on a 3 cartes d'hiver qui vont être mélangées dans le paquet et lorsque la 3e carte va sortir, ça va être la fin de la partie. Donc, ça se pourrait que la partie se termine rapidement. Ça crée un tempo intéressant aussi parce que lorsque un joueur, on va révéler la carte d'hiver, là, on va se dépêcher d'essayer de compléter nos choses. Si on avait des objectifs, là, si on veut de réussir à placer certaines cartes ou de trouver certaines cartes dans le deck. Donc, on va avoir une espèce de sentiment de presse. Et lorsque les joueurs vont se mettre à piger dans le milieu, ça se pourrait que, à un moment donné, on tombe sur l'hiver, qu'on remplisse ça, et voilà, c'est réglé, ça termine la partie très rapidement. J'ai trouvé que Foremix marche très bien, j'ai hâte que le jeu soit sorti. J'ai joué avec des amis qui avaient importé une version française ici. Je pense que c'est un jeu qui va avoir un bon buzz. Un jeu encore là, facile d'accès. Moi j'aime ça, ce genre de jeu-là. C'est des jeux qu'on peut présenter avec pratiquement n'importe qui, mais qui offrent assez de profondeur pour qu'un gamer puisse s'y intéresser vraiment. Donc, des belles illustrations, un beau jeu intéressant. Encore là, j'ai essayé une stratégie qui a été un échec cuisant, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Moi, j'ai énormément de plaisir d'essayer des choses comme ça. Et pour le cas de Foremix, ça a été vraiment un beau jeu. J'ai d'ailleurs très hâte qu'il arrive. Et là, je continue avec des jeux que j'avais déjà joués, mais que je veux faire un retour là-dessus, parce que bon, c'est beau les nouveautés, mais de temps en temps, ça fait du bien de faire le point sur des jeux que j'avais déjà joués. Donc, le prochain jeu que je veux vous parler, c'est Magna Roma. Alors, Magna Roma est un jeu de placement de tuiles. Eh oui, un énième placement de tuiles, j'en parlais d'ailleurs avec Aqua, où on va devoir tenter de construire notre ville, donc construire Rome. Et là, on va placer nos tuiles et on va tenter de faire des agencements qui vont nous permettre de pouvoir placer des bâtiments. Et là, la version de luxe vient avec des beaux petits bâtiments qu'on va pouvoir placer. C'est des tuiles à la base, donc c'est vraiment pas nécessaire. Mais que voulez-vous, j'adore les jeux de création de ville, j'adore les petits puzzles de placement de tuiles comme ça. Et j'ai trouvé que le jeu, en y rejoint, la première partie que j'avais jouée, j'avais aimé ça, j'avais trouvé ça bien. C'est intéressant. Et là, pour l'avoir sorti, je pense que le jeu ne se démarque pas assez. Et comme je disais, c'est un créneau, puis là c'est drôle parce que ça vient comme faire une espèce de dualité avec ce que je disais pour Aqua, mais c'est un créneau qui est énormément chargé avec des jeux de placement de tuiles. La plupart du temps, ça marche très très bien. Et pour lui, j'ai trouvé que le jeu essayait peut-être trop, ou encore, je pense qu'une petite boîte comme ça, c'est beaucoup plus agréable parce que la boîte de Magna Roma est assez grosse. Bien entendu, j'ai l'extension, j'ai les bâtiments aussi 3D, mais je pense qu'il manque un petit quelque chose pour que le jeu se démarque. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles un peu générique, mais là où des jeux comme justement, je disais, Cascadia ou même Aqua réussissent à nous garder intéressés. Pour Magna Roma, j'ai joué une partie, j'ai dit, bon, je pense que c'est assez. Je pense que je vois pas l'intérêt d'y retourner. J'ai pas eu assez de plaisir pour pouvoir justifier de le garder dans ma collection. Donc, je pense que c'est un jeu qui devrait éventuellement quitter ma collection. Parlant d'un autre jeu que ça faisait longtemps que j'avais joué, et celui-là, ça faisait vraiment, mais vraiment longtemps que je l'avais sorti, c'est le jeu Aeon's End. Aeon's End fait partie de mes deck builders favoris. Donc, lorsque j'avais fait mon top 100, il s'était retrouvé, je pense, pratiquement au top 15. Donc, c'est un jeu que j'aimais énormément et que je n'avais pas joué depuis très, très, très longtemps. Pour être honnête, ma dernière partie de Aeon's End standard remontait à 2018. Et là, quand j'y repense, ça commence à faire du temps, c'est presque 6 ans. Bon, entre-temps, en 2019, j'avais joué à la version Legacy, que j'avais pas terminée. Donc, j'avais joué quelques parties avec mon ami Jeff. À un moment donné, on avait mis ça sur la glace, puis on a comme laissé ça sur la glace trop longtemps. Et là, bon, bien entendu, il nommait qu'il y avait une nouvelle extension d'Aeon's End. Je me suis dit, il faudrait bien que je m'y remette. J'ai beaucoup de contenu d'Aeon's End, donc je vais le ressortir. Et je suis très heureux de l'avoir fait parce que, bon, Aeon's End est un deck builder coopératif où les joueurs vont tenter d'affronter un Némésis, un gros méchant. Donc, on va devoir aller chercher des cartes et devoir essayer de gérer notre deck et on va avoir des sorts qu'on va pouvoir lancer à travers des brèches qu'on va faire. Donc, le thème est vraiment super. Le matériel est très beau, les illustrations sont très belles. La twist vient du fait que quand on va utiliser nos cartes, on va les mettre dans la défausse et quand notre deck est fini, donc fidèle au deck builder, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on rebrasse notre défausse et on recommence. Mais là, on va simplement prendre notre défausse et on va là, poup! On la remet par-dessus. Ça veut dire que les agencements de cartes qu'on va placer, on peut choisir volontairement de placer les cartes dans l'ordre, de les jouer dans l'ordre qu'on le veut. Et lorsqu'on va les mettre dans la défausse, on va pouvoir choisir pratiquement l'ordre dans lequel ils vont sortir. Bon, bien entendu, il y a des Némésis qui vont venir mettre des bâtons dans les roues. Des fois, il va y avoir des effets qui vont nous faire brasser notre deck. Donc, mais ça va être propre à chacun. Mais c'est un jeu que je trouve vraiment, vraiment bien pensé. Donc, j'ai beaucoup de contenu pour le jeu. Il y avait d'ailleurs une campagne de socio-financement qui est présentement en cours ou sur le bord d'être terminée pour une nouvelle extension. Je vais être franc avec vous.
Il y a beaucoup d'extensions, ça vaut pas la peine d'avoir absolument tout ça. Oui, ça rajoute du contenu, mais à un moment donné, là, je pense que j'ai 3 boîtes de base, c'est suffisant en masse pour avoir beaucoup de variété. J'ai même pas essayé d'affronter tous les Nemesis, donc tous les méchants qui se trouvent dans ces boîtes-là, mais j'étais plus trop sûr avant d'y ressortir, parce que je me disais, ça fait pratiquement 6 ans que j'ai pas joué. Est-ce que le jeu mérite encore une aussi haute place dans mon estime personnelle, dans ma collection? Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce parce qu'il y a eu énormément de deck builders qui sont sortis par la suite? Mais après y avoir rejoué, je peux dire que oui, Aeon's End reste parmi mes deck builders favoris. Donc c'est un jeu que je trouve excellent. Je pense qu'il faut que je le ressorte un peu plus. Je pense qu'il faut que je me remette. Des fois, ça fait du bien de leur sortir un peu des boulamites pour leur remettre d'actualité. Aeon's End, un jeu que j'adore. Et là, je continue avec un autre jeu que ça faisait longtemps que j'avais sorti. Je me suis dit, tiens, il faut que j'en ressorte un peu. C'est le jeu Shadows of Killforth. Alors, Shadows of Killforth est un jeu d'une petite compagnie qui s'appelle All or Nothing Games, qui est reconnue pour leur jeu à grand déploiement historique, à grand déploiement fantastique. Donc, on a eu droit à Gloom of Killforth, Shadows of Killforth, et là, il y a un nouveau jeu qui est sorti, qui est en campagne de socio-financement, qui vient de sortir, qui s'appelle Call of Killforth. Donc, c'est un jeu d'aventure où on va se promener. Donc, on a un personnage, on a une belle carte, et là, le jeu est magnifique. Les illustrations sont de toute beauté. J'ai le tapis de jeu, ça rajoute vraiment à l'immersion. Donc, on va se déplacer, se promener, et lorsqu'on va arriver sur des cartes de terrain, on va retourner des cartes. Et tout marche avec des cartes. Ça marche tellement bien. Donc, les cartes, on va les retourner et on va avoir une rencontre, que ce soit une quête, un ennemi, un étranger qu'on va peut-être pouvoir jaser, et tout va jouer avec les dés. Donc, certain que si vous êtes allergique aux dés, oubliez ce jeu-là. Vous brassez beaucoup de dés. Le but, c'est de réussir à faire des succès. Les succès sont obtenus avec des 5 ou des 6. Donc, on va brasser beaucoup de dés. On va se faire des pools de dés selon nos attributs, donc selon l'attribut de force, l'attribut de stealth, donc d'être sournois ou d'être caché, des choses comme ça, la connaissance. Donc on va vraiment brasser des dés, on va découvrir des choses, on va obtenir des nouveaux sorts, des nouveaux objets, et le jeu est visuellement incroyable. Ils ont vraiment une belle empreinte visuelle. Et lorsqu'on voit leur jeu, c'est vraiment facile à remarquer. Il y avait aussi un autre jeu solo qui était sorti qui s'appelle Veil Wraith, que j'avais énormément aimé. All or Nothing fait des super beaux jeux d'ailleurs. Je vais avoir l'occasion de présenter probablement aussi un autre jeu historique, cette fois-ci de la même compagnie, un jeu à 2 joueurs. Mais je pense que c'est vraiment une belle aventure. Tu sais, je me suis installé avec ce jeu-là, je me suis mis une petite trame sonore fantastique, et là, je me suis laissé embarquer dans cette belle aventure-là. Donc, ultimement, ce que je trouve drôle, c'est que dans le jeu, on va devoir, pour compléter les quêtes, collectionner des mots-clés. Et c'est vraiment drôle dit comme ça, mais chacune des cartes va avoir des mots-clés, un Badland, aride, tu sais, dark. Puis là, il y a plein de petits mots-clés comme ça qu'on va retrouver sur toutes les différentes cartes. Et le but, ça va être de réussir à retrouver ces mots-clés-là pour compléter des missions. Donc, si on réussit une rencontre avec un personnage ou une quête spéciale, on va pouvoir conserver la carte, et la carte, on va s'en servir pour justement comme une rumeur qu'on va pouvoir utiliser pour compléter la quête. Donc, le concept est vraiment bien pensé, vraiment génial. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas rejoué. J'ai les 2 premiers, j'ai Gloom et Shadows, qui sont, on peut mélanger complètement tout ça ensemble. C'est vraiment super. Donc, un beau jeu d'aventure. Je pense pas que j'y jouerais à 3 ou 4. J'ai l'impression que ça va être un peu plus long. Surtout que je suis habitué d'y jouer en solo. J'ai joué à 2 joueurs aussi. Je pense que à 4, ça serait peut-être un peu trop long à mon avis, mais je garde ça comme une petite expérience solo. Je continue avec un autre jeu que je vous ai reparlé encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais je veux encore vous en parler. C'est Vindication, parce que j'ai encore rejoué à Vindication. Donc, c'est un jeu de la compagnie Orange Nebula qui n'est pas reconnu pour faire beaucoup de jeux, mais quand ils en font un, ils lésinent pas avec la qualité. Donc, Vindication est un jeu de gestion de cubes. Donc, c'est un pouce cube avec un beau thème, du beau matériel. Chaque partie m'offre tellement quelque chose de différent. La dernière partie que j'ai jouée, on a joué à 2 joueurs. La partie a duré, je pense, 40 minutes. Même pas 45 minutes. On n'a même pas exploré la carte au complet. On s'est déplacé. Ce jeu-là offre tellement. Et une des choses que j'adore dans ce jeu-là, c'est vraiment l'élément des activations de fin de partie. Parce qu'on va avoir des endgame triggers, donc des cartes qui vont dire « Hey, quand telle condition arrive, on finit la partie. Quand telle condition arrive. » Et là, lorsque les joueurs font des points, on arrive à un certain point qu'on va rajouter des nouvelles conditions de fin de partie. Donc, ça serre le tempo un peu comme ça. Et ça se pourrait qu'on essaie de pouvoir viser pour essayer d'aller terminer rapidement la partie si on est en bonne position. Et ça amène ces décisions-là vraiment le fun. Donc, un beau jeu avec du beau matériel. Bon, j'ai la grosse big box. C'est certain que si vous connaissez Orange Nebula, ils ont également fait le jeu Unsettled, que j'ai vraiment aimé aussi. Un jeu que j'explore pas assez. Mais c'est vraiment un beau jeu. Je sais que Vindication, il y avait une campagne de socio-financement pour la version française. Et c'est vraiment super. Parlant de jeux que je ressors des boulamites, cette fois-ci, je le ressors aussi d'une longue disette de plusieurs années. C'est le jeu Quarriors.
Quarriors est un jeu qui existe depuis très très longtemps. Bon, il y a eu plusieurs extensions, plusieurs variantes, et même qu'à un moment donné, ils ont sorti les jeux Dice Masters, qui était un jeu avec des types à collectionner cette fois-ci. Donc, dans Quarriors ou même Dice Masters, on va avoir des dés qu'on va pouvoir acheter, donc on va avoir des pools de dés disponibles. On va pouvoir acheter ces dés-là, ils vont aller, donc c'est un back builder, donc ils vont aller dans le sac, on va brasser les dés vont pouvoir servir de créatures, de ressources ou de paquets de choses comme ça. L'avantage de la version que j'ai, qui est la Ultimate Quedition, parce qu'ils veulent vraiment mettre la lettre Q absolument partout, c'est qu'il y a beaucoup d'extensions qui sont mises là-dedans et il y a énormément de choix et de variétés. Donc ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas deux parties qui vont être pareilles. Une autre différence entre Quarriors et Dice Masters, c'est que Quarriors, il va y avoir des cartes qui vont être au milieu, donc un peu à la Dominion, que chaque joueur va avoir accès à la même pool de cartes, tandis que pour Dice Master, les joueurs pouvaient collectionner et pouvaient se faire leur propre deck. Donc Dice Master avait aussi une petite twist, que là c'était plus une attaque directement qu'on faisait à l'autre joueur, un peu à la Magic, mais j'ai vraiment beaucoup joué à Dice Master dans le temps. J'ai fini par décrocher. À un moment donné, bon, ils en ont sorti tellement qu'à un moment donné, bon, on perd l'intérêt. Mais Quarriors, je l'avais conservé quand même dans ma collection. Puis je me disais, il faudrait que je le ressorte un moment donné. Puis là, à un moment donné, un soir, je savais pas trop quoi jouer. Puis là, je me dis, Quarriors, ça fait longtemps. Sorti le jeu, regardez les règles, ça s'est bien réappris et j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc c'est certain que c'est pas parfait comme jeu. On voit que le design date un peu, mais avec les bons joueurs, je pense que c'est vraiment une belle expérience. C'est le fun, c'est du brassage de dés avec du back building. Donc on a vraiment beaucoup de plaisir et il y a énormément de variétés, surtout la version Ultimate là, qui a toutes les extensions que le jeu de base nous proposait. J'ai même pas joué avec le corps de ça, puis c'est tellement de variétés, tellement de dés. Mais c'est un jeu que je suis très content d'avoir conservé. J'ai passé proche de le vendre une couple de fois, je l'ai mis dans les bazars des fois. Puis je me disais, je rejoue plus, j'ai Dice Master. Puis je pense qu'en y rejoignant, je me suis réconcilié un peu avec ce jeu-là. Donc, Quarriors, la Ultimate Quedition. Je continue avec un jeu qui, lui, n'a pas besoin que je me réattache à lui. C'est le jeu Marvel United. Ben oui, je vous parle encore de Marvel United. Je suis vraiment accro à ce jeu-là parce que, bon, c'est un jeu de la compagnie Simon. Donc, c'est certain que c'est issu d'un projet Kickstarter. Il y a eu la saison 1 avec ça de boîte. Il y a eu la saison 2 avec ça de boîte. Et il y a eu la saison 3 qui devrait être livrée éventuellement avec encore plus de boîtes. Mais je suis allé all-in là-dedans parce que c'est vraiment, mais vraiment un jeu que j'apprécie. Donc, c'est un jeu coopératif relativement simple. D'ailleurs, la boîte de base s'est vendue à des prix complètement ridicules sur Amazon ou même au Walmart. Donc, la boîte de base standard était vraiment vendue pas cher et offre du beau matériel. On a droit à des belles figurines et on a droit à un jeu qui est relativement simple. Mais qui dit jeu simple, ne dit pas nécessairement dénudé d'intérêt. Parce que oui, je peux jouer avec mes enfants. D'ailleurs, je l'ai fait souvent, mes enfants aiment beaucoup le jeu, mais je peux jouer également en solo. Je peux jouer également avec d'autres mondes, mais il reste que le jeu est facile à mettre sur la table et c'est un des rares jeux dans lequel je vais utiliser la plupart du contenu que j'ai. Parce que vous savez, des fois, on a des jeux, on va jouer avec le jeu, on a plusieurs extensions, mais chaque fois qu'on joue avec des nouvelles personnes ou on se remet dans le bateau un peu, on va utiliser une fraction de ce que le jeu nous offre. Pour Marvel United, simplement, on choisit un vilain, on choisit des alliés, et voilà, c'est parti. Donc, je me suis amené à ouvrir un paquet de boîtes comme ça, puis à jouer avec un paquet de modules, un paquet de choses. Ça fait en sorte que dans tous les jeux que j'ai, c'est probablement un des jeux que j'ai exploité le plus et que j'ai le plus de stock aussi, on ne se le cachera pas. Donc, j'ai la chance, j'ai eu le plaisir de pouvoir y jouer énormément. Lorsque je suis allé à Gen Con l'année passée, j'ai sorti la nouvelle boîte de Spider-Geddon, qui est une espèce de boîte centrale, une boîte de base là, qui va être disponible aussi. Et c'est avec celle-là que j'ai joué avec plus des Spider-Man, des personnages de l'univers de Spider-Man. Et c'est vraiment toujours vraiment super. Donc, si jamais vous avez joué au jeu de base, puis vous avez dit, ok, c'était correct, le jeu de base est fait pour être relativement simple. Les vilains sont pas très dynamiques, sont intéressants, mais on manque un peu de rejouabilité, puis on voit clairement les limitations du jeu. Mais c'est en ajoutant les extensions, puis en ajoutant les différents modules, puis les différentes choses, que là, le jeu se complexifie et le jeu devient tellement intéressant. Ça fait en sorte que chaque fois que j'y joue, le jeu monte dans mon classement, même que je ne serais pas surpris qu'il fasse mon top 10 de mes jeux favoris de tous les temps, parce que c'est facile à prendre en main, c'est facile à sortir, c'est relativement rapide à jouer, ça offre un bon challenge, et là, il y a des vilains qui sont vraiment beaucoup plus difficiles que d'autres. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont... Puis ça rajoute tellement de fun, et c'est surtout le fait que je suis un gros fan de comic book. Donc, pour moi, de se faire un team-up de super-héros, parfait, excellent, tel héros va s'allier avec tel héros, je me fais des petites histoires dans ma tête, comme les bandes dessinées que je peux lire, des arcs narratifs de bandes dessinées. C'est vraiment ça qu'on a droit à faire. Le vilain se promène à différents endroits, donc c'est vraiment la gestion de crise qu'on va faire. Et c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément, Marvel United. Et là, je termine avec le dernier jeu que je vais vous parler. Une bonne vidéo aujourd'hui. Je pense que j'avais beaucoup de choses à vous parler. J'avais beaucoup de jeux que je voulais partager avec vous. C'est le jeu Baseball Highlights 2045. Alors, plus tôt, lorsque je vous parlais de Trickshot, je vous ai dit qu'il y avait un autre jeu de sport qui se démarquait énormément.
et c'est celui-là. Donc, Baseball Highlights, c'est un jeu de deck building où on va devoir tenter de gagner un 3 de 5, un 4 de 7 contre un autre joueur. Bref, ce sont des parties qui sont très, très rapides. Ce qui est intéressant, c'est qu'après chaque partie, on va pouvoir recruter des nouvelles cartes avec une espèce de monnaie d'échange. On va construire notre équipe de baseball. Et là, je dirais que le baseball n'est probablement pas mon sport favori. Je préfère, et de loin, le hockey ou même le football américain. Donc le baseball, c'est pas un des sports que je préfère, mais je trouve que le jeu prend vraiment l'essence du baseball et rend ça vraiment le fun. Donc c'est vraiment simple, et quand j'avais fait ma vidéo à l'époque de mon top 6 de mes jeux de sport favoris, c'était clair que c'était le numéro 1. Et là, je dois dire que Trick Shot l'a probablement déclassé. Ceci dit, Trick Shot, il est encore neuf un peu. Est-ce que c'est l'attrait de la nouveauté? Chose sûre, c'est que Baseball Highlights est resté dans mes favoris. J'ai même rejoué il n'y a pas si longtemps que ça. Et à chaque fois que j'y rejoue, je fais comme « Oh wow! » Hey, c'est vraiment bon ce jeu-là. C'est le fun, c'est rapide à jouer, c'est agréable, on a une espèce de bon tempo qui se fait. Et pour moi, c'est quelque chose d'important lorsque je joue à un jeu de société, le tempo. Parce que, bon, des fois, oui, c'est bien un jeu qu'on va se casser la tête puis on va passer super longtemps à faire notre tour, mais on va également attendre très très longtemps à faire notre tour. J'aime ça les jeux qui sont plus dynamiques, plus un après l'autre. Des tours relativement rapides, on peut penser notre chose aussi un peu, mais d'avoir un bon tempo, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. J'en avais aussi parlé dans une vidéo que j'avais faite précédemment sur la chaîne, que je disais les concepts ludiques que je préférais le plus, donc les choses que j'aime dans le jeu de société. T'sais. Puis là, c'est drôle parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai parlé, je pense, de 3 de ces choses-là, qui est les synergies, les combos, après ça, les jeux de construction de ville, et le tempo d'un jeu, avoir un bon tempo, je trouve ça très, très important. Donc, je pense que ça se représente bien à travers la liste de jeux que j'avais à vous parler. Donc, ça fait le tour de cette liste de jeux joués au mois de février. Donc, une belle liste, mais comme à l'habitude, je veux savoir, vous, quels sont les jeux que vous avez joués ce mois-ci? Est-ce qu'il y a des jeux que j'ai joués, que vous avez essayés? Je veux savoir votre avis. Écrivez-le dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir avoir vos expériences, de pouvoir répondre à tout le monde comme ça. C'est vraiment une espèce de concept que j'adore. Je trouve ça vraiment le fun. Cette belle façon-là de travailler, puis de participer, d'avoir une belle communauté comme ça, et de participer à notre beau hobby comme ça, je trouve ça vraiment super. Et là, bon, j'en ai assez parlé, c'est maintenant le temps que je commence le mois prochain, en fait, dans quelques jours, hein? Là, je vais le dire là comme ça, je ne pourrais plus me défiler, mais bon, je finis par le faire pareil souvent. Donc là, ça va être le temps de vous parler de mes jeux de 2023. Alors, j'ai pas mal fait mes listes et là, je suis prêt à vous présenter mes tops de 2023. Et là, comme j'avais dit le mois dernier, dans ma liste, j'ai sorti un paquet de catégories différentes pour pouvoir vous amener des mini top 3 de plusieurs catégories différentes, de manière à vous parler d'une tonne de jeux. Et je vais terminer avec mon top 20 de mes jeux favoris de 2023. Il me reste encore 1 ou 2 jeux à essayer. C'est pour ça que certaines catégories, je vais les repousser un petit peu plus loin. Donc, je pense qu'il y a vraiment un jeu comme Évacuation que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, qui pourrait peut-être se tailler une place. Mais c'est certain que j'ai regardé vraiment les jeux de 2023 et je pense que j'ai fait pas mal le tour. Donc, je suis prêt à vous parler de la crème des jeux de 2023 avec une tonne de catégories. Et surtout, j'ai hâte de savoir quels sont vos choix. D'ailleurs, je vais être très curieux de savoir vos choix parce que vous allez voir lorsque je vais faire ma première vidéo, je vais vous donner un lien qui va vous laisser voter pour le choix du public du jeu favori de 2023. Donc, à ce moment-là, lorsque je vais faire ma vidéo la semaine prochaine, vous allez avoir le lien. Il va être ouvert pendant un bon moment, le temps que je fasse toutes mes listes. Et après ça, je vais vous faire la liste des choix du public. Donc, tout au courant du mois, j'ai plusieurs belles choses à arriver qui s'en viennent, mais il y a une des choses que j'attendais avec impatience. Star Wars Unlimited Spark of Rebellion, l'étincelle de la rébellion, qui est le nouveau jeu de cartes à collectionner de Fantasy Flight Games. Donc, c'est certain, oui, c'est un jeu de cartes à collectionner, c'est pas pour tout le monde. C'est comme Magic, c'est comme l'Orcana. Avec le buzz qu'il y a eu à l'Orcana, est-ce que ce jeu-là, le timing, est-ce qu'il est encore bon? Le thème me rejoint quand même beaucoup. J'avais déjà eu l'occasion de jouer lors du Gen Con de 2023. Mais là, je viens de recevoir mes 2 decks préconstruits et j'ai très hâte d'y jouer et de vous le présenter sur la chaîne. Donc ça, c'est certain que c'est à venir. Je sais que la sortie officielle est due pour le 8 mars. Donc, je vais tenter de vous produire du contenu assez rapidement sur ce jeu-là. Donc, je pense que ça fait le tour de ma vidéo. J'ai parlé énormément. J'avais beaucoup de jeux à vous parler. J'avais surtout très hâte de vous présenter tous ces jeux-là. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!